Toute l'actualité du ski, chaque semaine sur Rhône TV. Avec le soutien de Bliblablo de Net Plus, Ski Valais et les banques Raiffeisen du Valais roman. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cet 4e épisode de l'après-ski. L'après-ski, vous le savez, c'est l'émission qui fait la part belle au sport d'hiver, particulièrement au ski alpin, mais on tient notre promesse, on va aussi parler de ski alpinisme aujourd'hui, avec un invité de marque, Mathéo Favre, membre de l'équipe suisse élite. Bonsoir. Et pour accompagner Mathéo, il fallait quelqu'un qui connaisse le ski alpinisme évidemment, mais aussi le ski alpin, et on a trouvé cette personne idéale, c'est Didier Bonvin. Salut Didier. Bonsoir. Allez, on va attaquer tout de suite, puisque le week-end passé, la Coupe du Monde faisait halte à Lévis. On commence par le débrief. Mikaela Shiffrin et Clément Noël ont régné en maître sur Lévis lors des 2 premiers slaloms de la saison. Ils ont laissé que des miettes à leurs concurrents. Pour l'américaine, c'était la 98e victoire en carrière et la 8e à Lévis. Elle est impressionnante, ce palmarès, c'est incroyable. Et en plus, à Lévis, on a l'impression qu'elle n'a même pas dû forcer. Et oui, on a vu un début de saison avec, on peut dire, les mêmes et on recommence. Donc une Shiffrin en super forme. Après, Sölden, on s'est posé des questions si peut-être elle avait levé un peu le pied au niveau de l'entraînement. Eh bien non, elle est là, elle est toujours là. Et c'est vrai qu'elle était très facile. Elle a fait une super première manche, elle a géré la deuxième manche et au bout du compte, elle gagne avec près d'une seconde. Donc voilà, on retrouve une grande Shiffrin. Derrière Mikaela Shiffrin, 2 Valaisannes ont brillé avec Camille Rast et Mélanie Meyer qui ont terminé 5e et 7e. Elles ont terminé meilleures Suissesses. Elles ont atteint déjà les critères pour disputer les championnats du monde. Didier, est-ce que c'est la bonne saison pour de nouveau avoir un podium en Coupe du Monde ? On le rappelle, le dernier de la part d'une Valaisanne, c'était en 2014, c'était Frenzy Aftenblatten. Oui, je pense que Camille est prête à faire un podium. Elle l'a démontré à Sölden, elle a réalisé une super course à Lévis dans des conditions, il faut le dire franchement, difficiles. Difficile pour plusieurs raisons. Il y avait la visibilité, une neige très lisse, très peu accrochante, on peut dire. Donc, et en même temps, une piste, un terrain qui est... Tout le monde croit que c'est une piste très facile. Non, il y a peut-être une première partie qui est facile, mais le reste, c'est comme un mur, un grand mur. Et elle a skié vraiment avec beaucoup de routine, beaucoup d'expérience, et puis un sans faute. Donc ça donne, ça ouvre des perspectives. Et je pense qu'elle a encore une marge de progression, et cette marge de progression va l'amener sur le podium. C'est surtout en slalom donc qu'on peut attendre, d'après toi, Camille Rast et aussi oui, Mélanie. Je pense qu'en ce début de saison, elle est plus proche du podium en slalom qu'en géant, mais en géant, elle est là aussi. En géant, tout peut arriver aussi. Non, je pense que lorsqu'on est en confiance, ça peut aller assez vite. Mais on va juste jouer une pièce quand même sur le slalom. Chez les hommes, il faut relever la très bonne performance de Tanguy Neff qui termine 5e de ce slalom à Lévis. C'est son meilleur résultat en carrière. Mais il y en a un autre qui était à la fête ce week-end, c'est Loïc Meillard. Absent du géant de Sölden pour blessure au dos, il était longtemps incertain pour le slalom de Lévis et finalement il se hisse à la 3e place, donc sur le podium de ce premier slalom de la saison. C'est donc la famille Meillard qui était vraiment à la fête ce week-end. Effectivement, ouais, on a Loïc qui a brillé dimanche, sa sœur Mélanie qui a brillé la veille, Mathéo, des frères et sœurs en ski alpinisme qui brillent au plus haut en Coupe du Monde, ça existe aussi. Ça existe aussi, oui. Il y a les deux jumeaux Bussard, les fribourgeois qui vont très très fort. Ils vont les deux toujours très fort et chaque année on ne sait jamais lequel des deux sera devant, mais ça change un peu chaque année. Ils arrivent à ramener toujours plein de choses ensemble à la maison. Eux, contrairement à Mélanie et Loïc, doivent se battre parfois pour le podium. Est-ce que tu sens des fois un peu de nervosité entre les deux ? Je pense qu'ils arrivent à... Je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça, mais ils arrivent à avoir vraiment de l'envie pour l'autre et ils arrivent à être toujours heureux pour l'autre. Donc bien sûr, ils veulent toujours bien faire, mais ils se battent plutôt contre les autres que contre eux-mêmes. Et à Lévis, 7 Valaisans étaient en lice ce week-end. C'était l'occasion pour de nombreux fans valaisans de faire le déplacement à Laponie.
D'ailleurs, samedi soir, une cinquantaine d'entre eux se sont réunis dans un restaurant pour faire la fête, pour discuter, pour échanger. Et on a eu l'occasion d'échanger avec Marine Héritier, la directrice de Ski Vallée, ainsi qu'avec Yves Roduit, le directeur de l'école suisse de ski de Sion. Donc je suis arrivé à Lévis en 1998. Bêtement, j'ai été à l'école de ski dire bonjour et puis là on a lié amitié très vite avec le directeur qui était c'était la bonne personne puisque c'était lui qui était en train d'organiser la Coupe du Monde. Il y avait déjà eu des Coupes d'Europe et des courses FIS. Et puis voilà, et puis à ce moment-là il m'a posé une question toute simple, est-ce que tu voudrais faire partie de la cérémonie d'ouverture? Et puis j'ai hésité un petit moment, parce que je me suis dit est-ce que c'est pas un petit peu surdimensionné pour nous? Et puis je l'ai fait. Je lui ai dit oui tout de suite. Il y a eu plusieurs choses, on s'est lié d'amitié avec l'école de ski, on a fait des partenariats, des échanges de moniteurs, on a fait des entraînements groupés le mardi après Pâques, c'était tradition. Et puis on se retrouve maintenant avec une équipe avec 54 Valaisans ici à Lévis, donc c'était vraiment génial. On a fait une soirée suisse qui était assez sympa et puis c'était l'occasion de se retrouver au moins un soir tous ensemble. Je suis venu quand même plusieurs fois, presque 40 fois ici à Lévis, et puis c'est vrai qu'il y a des liens qui se sont tissés depuis plusieurs années, soit avec l'équipe de la Coupe du Monde, soit avec l'équipe de l'école de ski, et c'est vrai qu'on travaille d'une manière étroite, on échange énormément, et moi personnellement j'ai aussi beaucoup appris de choses ici au niveau ce qui me donne des fois ce petit grain de folie pour animer le jardin des neiges de Sion. Je voudrais juste vous dire un petit mot pour vous dire qu'avec Karine, quand on s'est vu cet été, on a appris qu'il y avait pas mal de gens du Valais, de la Suisse qui venaient ici à Lévis. On s'est dit, c'est quand même un peu dommage qu'on ne se retrouve pas un soir à un endroit tout le monde. Voilà. Alors la directrice de Ski Vallée est venue à Lévis pour des vacances de base, mais on est très très fiers de voir les premières courses de nos Valaisans. Et puis franchement des journées pareilles, c'est juste incroyable. Hier c'était incroyable avec les filles, aujourd'hui j'espère que les hommes vont nous vendre du rêve, mais on se réjouit. Ça met des rêves dans les yeux de nos enfants chez nous en Valais. Et puis ce qui est aussi chouette, finalement c'est qu'ils sont passés par là et ils le rendent bien. On a pu faire 2-3 interviews pour les plus jeunes aussi. Et puis on va aussi faire quelques concepts avec eux, donc ils ont un bon retour. Là on se fait remarquer, c'est vrai quand on voit les Suisses, vous êtes Suisses, ce matin aussi la même chose. Et franchement on est vraiment fiers et on est fiers de porter le Ski Vallée ici. Didier, pour l'analyse technique, tu as choisi d'analyser la première manche de Daniel Yule. Qu'est-ce qui lui a manqué pour être aux avant-postes à Lévis ? Alors, si j'ai choisi Daniel Yule, c'est que je me suis posé la question lorsque j'ai vu sa première manche, s'il avait vraiment réussi à s'adapter à la neige, s'il avait un problème de matériel ou autre. J'ai trouvé Daniel engagé, mais peut-être pas pour gagner la manche, et en même temps un ski extérieur qui fuyait, il n'était pas très très bien positionné sur son ski. Relativement large dans ses appuis. Si on calcule une manche qui se comporte d'une 60aine de portes, si à chaque porte le rayon de virage est 20 ou 30 cm plus long que celui qui va gagner ou bien du meilleur, on se rend compte qu'après une manche, on a à peu près entre 8 et 10 mètres de perdu dans chaque virage, sur tous les virages. Donc ça se traduit par une porte, donc à peu près une seconde et demie au fond de la manche. Donc là on voit, c'est typique, son ski extérieur qui est très loin du piquet. Donc l'idéal ce serait d'être beaucoup plus proche, et on se rend compte qu'il y a vraiment un décalage ici. On a souvent le ski extérieur qui fuit. Est-ce que c'est une manière de skier ou c'est l'adaptation à la neige dans ce cas-là ou... Bon, on sait que Daniel skie, donc je dirais une technique qui est plus large que peut-être les tops en ce moment, mais je pense qu'il peut facilement compenser dans son attaque, tout ça. Donc là, normalement, la ligne idéale, ce serait d'être au-dessus et de revenir beaucoup plus proche. Et lui, il est là, bon, il fait une petite faute au-dessus, beaucoup plus large. Donc ça, accumulé sur une manche, eh bien, ça fait la différence. Ça coûte cher. Donc l'idéal dans un slalom, surtout une pente raide comme à Lévis, donc la deuxième partie de la course, c'est de rester au-dessus de la porte. Donc terminer le virage, lorsqu'on touche le piquet, le virage doit être pratiquement terminé pour pouvoir déjà se préparer pour le suivant. Il l'a dit, c'est surtout sur les plats qu'il a eu de la peine. Est-ce qu'il doit travailler ça ?
Comment est-ce qu'il doit travailler Je ça pense maintenant que si on analyse un petit peu la carrière de Daniel, avec son matériel, il a eu souvent des difficultés pour s'adapter à la neige, pas nécessairement à la piste, mais à la neige. Alors, est-ce que peut-être au niveau du matériel, il y a quelques réglages encore à effectuer pour qu'il soit au top? Mais je pense qu'il est conscient, s'il l'a dit, c'est que c'est quelque chose qui m'a vraiment sauté aux yeux. Je me suis dit, mais il y a un souci, il est pas bien placé sur ses skis. Alors bon, c'est la première course, je pense qu'il n'y a pas de... C'est pas trop grave. Il a du temps pour se préparer. Enfin, le prochain slalom arrive rapidement. Mais voilà, je pense que c'est un petit peu l'analyse que je peux faire sur cette première manche de Daniel Yule. Prochaine course, Gurgel, c'est une piste en principe qui lui convient bien. Alors c'est une autre piste, c'est une neige différente, ce serait une neige donc fraîche des canons. Donc là je dirais que c'était presque une vieille neige arrosée, travaillée, réchauffée, tout ça. Qui réutilise voilà. à Lévis. Tandis que là, Gurgel, c'est une neige qui est produite cette année, qui est fraîche, donc qui est totalement différente à skier. Donc je pense que il va faire le nécessaire et être prêt pour... Avec un long plat quand même, avec terminer. Un long plat, voilà, avec un terrain un peu différent. Voilà. Donc ici, la différence entre Lévis et Gurgel, Lévis, ça commence par un plat et ensuite un grand mur. Gurgel, c'est un peu l'inverse. Espérons donc qu'on revoie Daniel aux avant-postes tout bientôt. Il y a autre chose qu'on a vu sur les réseaux ce week-end, c'est un nouveau comeback, encore une fois. Et oui, après Marcel Hirscher, c'est Lindsey Vonn, l'américaine, qui a annoncé son retour à 40 ans, 5 ans après son départ à la retraite. Didier, Lindsey Vonn qui revient, qu'est-ce que ça t'inspire? Alors les retours à la compétition, c'est toujours extrêmement compliqué quand même, il faut dire franchement. Alors pour moi, le retour, je dirais que j'en parle volontiers, c'est Braten. Mais Braten, il était au top, ensuite il s'arrête une année. Pendant cette année, il s'est entraîné, il est resté dans le c'est un faux retour presque. Donc revenir après une année, pour moi, c'est pas un problème. Pour un Braten jeune et qui était à ce niveau-là. Maintenant, revenir après comme Hirscher ou alors Lindsey Vonn, je dirais que Lindsey Vonn, elle va prendre énormément de risques parce que la vitesse, revenir en slalom, on fait une faute, on est lent, il n'y a rien qui se passe. Par contre, en vitesse, il faut savoir que peut-être physiquement, elle est plus au top. Dans la tête, comme il y a 10 ans passés peut-être, elle part pour gagner. Et là, on sait que la chute en vitesse, c'est toujours grave. Alors, elle prend des risques. Je pense qu'elle a calculé l'ensemble du problème. Mais je vois, un retour quand même assez risqué quand même. Maintenant, sur une neige, peut-être c'est-à-dire une neige et une piste relativement facile. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Peut-être qu'elle peut limiter la casse. Elle n'a encore pas annoncé où est-ce qu'elle fera son retour, sur quelle piste est-ce qu'elle reviendra. Elle a un genou en titane maintenant, elle a partiellement une prothèse vraiment au genou. Comme tu dis, c'est quand même risqué. Oui, c'est risqué. C'est risqué parce qu'à 40 ans, déjà, je dirais au niveau des réactions, même que physiquement, peut-être elle a continué à travailler, mais les réactions sont différentes. La technique, en plusieurs années, elle a évolué et elle a stagné, voire rétrogradé. Donc, c'est vraiment prendre des risques. On a pu voir clairement entre Sölden et Lévis, Hirscher, Marcel, une pause qui est longue, qui est relativement longue, mais quand même plus courte que Lindsey. Et voilà, même avec un règlement fait pour lui, eh bien, il n'est pas capable de se qualifier à la deuxième manche. Donc, je l'avais dit l'année passée, je crois que c'est compliqué. Donc, voilà, pour moi, ça reste un point d'interrogation quand même. À voir dans quelques mois. À voir. C'est vraiment le plaisir qui les ramène sur les pistes. Je crois qu'ils ont envie. Je ne sais pas si c'est le plaisir de skier, parce que skier, en ayant gagné la Coupe du Monde, comme Marcel l'a fait pendant plusieurs années, revenir pour essayer de se qualifier, donc on n'imagine pas une victoire, on n'imagine pas un podium, on espère se qualifier en connaissant son chemin. Je me dis, je ne vois pas où il est le plaisir. Le plaisir de skier, oui, mais il peut avoir le plaisir de skier ailleurs et avec d'autres personnes. Un peu de marketing derrière. Voilà, je pense qu'il y a une visibilité. Voilà, mettre en avant des sponsors. Vu le sourire à l'arrivée, on avait longtemps plus vu ça chez Hirscher. C'est ça, voilà. Mis à part donc le retour annoncé de Lindsey Vonn sur les réseaux sociaux, on est tombé sur une petite pépite aussi. C'était une vidéo de Matteo Fabre, justement, sur Instagram. On regarde cette vidéo. C'est trop tard pour aller skier.
Est-ce que tu peux nous expliquer les dessous de cette vidéo? Parce qu'on n'a rien compris. Ouais, c'est une vidéo assez qui est venue comme ça. C'est pas, oui, c'est une vidéo qu'on a juste voulu faire comme ça. C'est une idée à Marianne Faton à la base et qui s'est inspirée d'une vidéo de Pat Bourgonner. Donc c'est une vidéo presque locale d'ici. Voilà. Et voilà, elle avait vu ça et elle s'est dit mais ça c'est drôle, ça on pourrait faire pareil. Et du coup, on a essayé de s'inspirer. On avait un super jacuzzi. On a passé, du coup, pour le contexte, toute la semaine passée à Diavolezza, dans les Grisons. Camp d'entraînement. En camp d'entraînement. Et c'est là-haut le jacuzzi le plus haut d'Europe. Ils se vendent de ça. Et du coup, du coup on a pu en profiter. Et voilà, on a fait cette petite vidéo juste comme ça. Mais c'est sans aucune... On se réjouit en tout cas de voir les suivantes, alors. Futurs influenceurs. Les grosses productions. Exactement. Vivez local, banquet local. Mathéo, petite question, est-ce que en cas de victoire en ski alpinisme, vous repartez avec un renne? Alors je connaissais cette tradition à Lévis et c'est vrai que je trouve ça cool, quoi. C'est motivant, même si c'est rien. C'est motivant comme petite cerise sur le gâteau et nous c'est vrai qu'en ski alpinisme on est quand même très loin de ça encore, oui. D'ailleurs ces rennes sont mis dans un parc, hein, évidemment les skieurs ne repartent pas avec. D'ailleurs on leur a rendu visite. Ounaskiävari is very old and traditional place, and it's family owned, so usually there's family members working. Like Taru Maria is Johanna's niece, and Johanna is the owner of the farm. And we have about 150 reindeer, maybe more, but there's several reindeer owners in the family. And for us, main thing is reindeer safaris that we do, so we have quite a lot of these male guys that we had trained to pull the sledges and work with them during the winter season. This place that we have, our farm, is over 100 years old, and my mother's mother has born here. So the reindeer herding is very long traditional in our family. These are mainly those World Cup reindeer that we have here. So they have been prizes for the last year. So there is Mr. Crew, that is Mikael Schifrin's reindeer, Igor, Petra Volhovas, and so on. Reindeer, they are half-wild creatures, so we need to get them used to the people. So first, we get them used to us. We put these small ones with this kind of harness and then walk with them. Try to get them to walk with us, giving them prizes to get them used to it. We want them to eat the lichen from us and walk with us, so it's easier to work over there in Levi World Cup during the weekend. And it's also same with the driving reindeer that we work with here during the winter. Usually that training starts in springtime, so last weeks of the winter are the training season for us.
these driving reindeers are like pets for us because they have names and we work with them every day. So you can learn their personality and so on, so almost like dogs. Reindeer, they are free, they can go where they like, so there may be predators that may kill the reindeer during the summer, or then car accidents can happen, or reindeer can also die with old age over there in the forest. So not all we get all guys back, but this year has been good, there has been just a couple of losses, not many. Des Rennes, on passe sans détour au ski alpinisme avec le roi du sprint. Mathéo, la coupe du monde de ski alpinisme recommence tout bientôt. Est-ce que tu es prêt à passer en mode compétition ? Je suis prêt, oui. On est en cours de préparation encore. Il y a les derniers détails qui s'affinent, mais là, on va vers de bonnes choses, oui. La préparation s'est bien passée. Avec quelles ambitions est-ce que tu vas dans cette nouvelle saison de Coupe du Monde ? Alors, c'est une saison assez pas compliquée à aborder, elle est un peu comme les autres à aborder, mais elle a quand même ce point important, central et crucial qui est une éventuelle qualification olympique. Donc c'est cette année que tout se jouera. Donc c'est sûr qu'il y a de la pression en plus, mais il y a une telle densité en Suisse qu'on arrive à vraiment tous se tirer vers le haut et peu importe qui c'est de la Suisse qui ira, il peut faire une bonne performance. Donc j'espère y être, mais si jamais c'est pas moi, je sais que la Suisse sera bien représentée. Tu as déjà 6 podiums et une victoire en élite et moins de 23 ans confondus en sprint. C'est vraiment ta discipline de prédilection. Tu arrives à nous expliquer déjà en quoi consiste un sprint ? Oui, un sprint, c'est juste un condensé complet de ski alpinisme. Après, dans un sprint, on enlève toute la partie alpinisme, il faut pas se le cacher. Mais on reste sur un condensé, on part départ ski au pied. On fait quelques diamants qui devraient, on appelle ça des diamants, c'est des losanges qui simulent des conversions. Après, on arrive beaucoup plus vite, donc c'est pas vraiment une vraie conversion comme dans une vraie pente de neige. Mais du coup, on fait ces petits diamants. Après, on a une partie à pied. Donc là, on a une transition où il faut mettre les skis sur le sac. C'est des transitions assez réglementées et c'est quelque chose qu'on travaille énormément pour être vraiment... C'est des secondes... C'est là que tu peux faire la différence, en fait. C'est là que je dirais que je fais un petit peu la différence et c'est là qu'on peut faire la différence. Oui, c'est des secondes gratuites qu'on peut... Enfin, gratuites, c'est des mouvements qu'on fait des milliers et des milliers de fois, mais au final, c'est quelque chose qui arrive naturellement et de gagner une seconde ou deux sur juste un changement comme ça. On en a 3, ça veut dire qu'après le portage, on remet les skis au pied, on a un autre changement. Là, on repart à ski pour... une trentaine de secondes et là on enlève les pots avant de descendre dans une sorte de géant et pour finir en skating et du coup on a ces 3 parties de transition et si on arrive à gagner juste 3 secondes une seconde par transition c'est 3 secondes au final et on passe de 10e à 40e en tout cas, ouais. Ce mouvement, il a l'air bien répété. Je crois que Didier l'avait aussi. Vous pouvez nous montrer comment ça se passe? Ça a l'air d'être inscrit dans vos gènes. C'est très technique. Enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste. Je le fais lentement, mais je trouve ça extraordinaire. Ce format sprint, on avait été approché il y a quelques années, enfin pas très longtemps, 2 ou 3 ans, pour éventuellement à Vezona, tu dis à Vezona, organiser un événement de sprint. Et j'ai trouvé le format très intéressant. C'est clair, c'est très court, donc le portage c'est court, mais c'est très technique. Et en même temps, il y a un petit peu de technique ski, donc c'est une forme de géant avec du skating pour terminer. J'ai trouvé cette formule vraiment intéressante et ouais, je verrais bien au bas de la piste de l'Ours ces prochaines années une étape. La candidature est posée. Voilà, exactement. Mathéo, tu as commencé par le sprint, c'est venu avec les années. Enfin, comment je suis rentré dans le sprint, c'était pas vraiment un choix personnel. Moi, c'est toujours maintenant, c'est le sprint, c'est ce qui fait que je continue ce sport à haut niveau et que je l'aime autant. Mais en soi, le sport, on vient tous des montagnes, quoi. On vient tous des montagnes et donc le sprint,
moi, j'ai commencé tôt. Ma maman, Christina Fav-Moretti, elle a gagné tout ce qui était possible au début des années 2000 en ski alpinisme. Donc, j'ai commencé assez vite. Et du coup, en commençant tôt, j'ai vraiment eu cette technique qui est venue année après année. Et du coup, c'est sur ce condensé où la technique est aussi importante proportionnellement au reste, ça a fait que c'est une discipline qui m'a vite convenu. Mais voilà, là, jusqu'aux Jeux Olympiques, c'est sûr que j'ai le focus là-dessus. Mais après les Jeux Olympiques, on me verra toujours sur une patrouille des glaciers ou des courses comme ça aussi. Tu l'as mentionné, et c'est une chance pour toi. Le sprint, c'est une des disciplines avec le relais mix qui a été retenu pour les JO en 2026. C'est un rêve, c'est une ambition. Comment est-ce que tu approches cette saison justement de qualification olympique? Je pense que c'est un peu tout ça en même temps. C'est un rêve, c'est évident. Je pense que les Jeux Olympiques pour un sportif, c'est le Saint Graal, quoi, de toute façon. Et c'est une ambition, oui, évidemment, oui. Si c'était cette année, j'aurais peut-être eu ma place. Donc ça se joue à pas grand-chose. Pour l'instant, je fais partie des meilleurs Suisses. Mais comme j'ai dit avant, la densité est énorme. Donc la différence entre moi, peut-être, l'année passée, 2e meilleur sprinter et le 5e, elle peut changer en un été facilement. Donc, il y a un cadre olympique qui a été mis en place. Comment se passent les qualifications? Justement, combien de personnes sont retenues pour aller en Italie en 2026? Alors en 2026, on n'aura que 2 hommes et 2 femmes au maximum. C'est des quotas qu'on doit encore gagner cette année. Donc ils ne sont pas garantis. Normalement pour la Suisse, les 5-10 dernières années, on aurait toujours eu ces quotas. Donc c'est quelque chose d'atteignable pour nous, mais il reste quand même il faudra déjà se battre pour ça cette année et s'assurer ces 2 places. Et après, du coup, on n'aura que 2 hommes, 2 femmes. Et du coup, en sprint, 2 hommes, 2 femmes. Et en relais, il y aura une seule équipe, donc un homme, une femme. Et dans le cadre olympique, on est actuellement 6 hommes et 3 femmes. Donc ça, c'est quelque chose qui va être renouvelé à la fin de cette année. Il y aura de nouveau 6 hommes et 3 femmes dans le cadre olympique. Et en théorie, les 4 heureux élus feront partie de ce cadre olympique. Oui. Didier, l'arrivée du ski alpinisme aux Jeux Olympiques, c'est Oui. une bonne nouvelle. Je pense que c'est une discipline qui mérite sa place aux Jeux Olympiques quand on compare le ski alpinisme avec la luge et autres. Donc je me dis, ils sont nettement en avance. Et avec l'engouement qu'on se rend compte que ces dernières années, ce sport a pris, et surtout chez les jeunes, je pense que le sport alpiniste a sa place aux Jeux Olympiques. On n'a par contre pas d'épreuves dites individuelles, hein. C'est ces épreuves longue distance. Les spécialistes disent que c'est un peu l'âme du ski alpinisme. C'est regrettable qu'on n'ait pas une individuelle aux Jeux Olympiques qui représenterait entre guillemets parfaitement le ski alpinisme. Alors c'est sûr qu'une individuelle qui représentait parfaitement le ski alpinisme, ce serait parfait, mais ce serait impossible en format olympique, malheureusement. Donc si le ski alpinisme devrait être retenu pour 2030 de nouveau, des discussions sont en cours pour qu'il y ait éventuellement une individuelle qu'on dirait olympique. Et là, on arriverait comme du VTT, par exemple, avec des boucles. Et donc, c'est quelque chose qui sort quand même beaucoup de l'âme du ski alpinisme, mais ça se rapprocherait quand même un peu plus de la majorité du public qui fait du ski alpinisme. Donc, ce serait quand même une bonne chose. Donc là, c'est vraiment le format télévisuel qui impose cette discipline. Exactement. Si on peut résumer ça. On peut dire que c'est un sport de stade, quoi, voilà. le sprint. Didier, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je pense que si on compare peut-être le ski de fond avec le ski alpinisme, ces dernières années, le ski de fond c'est refait. Donc on se rendait compte à l'époque, le ski de fond, les 50 km, ça intéressait peu de monde. Et puis on est arrivé à un sprint. Et je pense que ça a dynamisé ces disciplines. Et je pense que le ski alpinisme, on commence peut-être avec un format plus facile, plus rationnel. Et puis peut-être dans un deuxième temps, pouvoir organiser une discipline plus longue et qui représente un peu plus cette discipline. Mais je pense que c'est le premier pas qui va être franchi prochainement et puis la suite, on verra. On a donc ces Jeux Olympiques, on a la Coupe du Monde, mais aussi le circuit un peu parallèle de la grande course avec ces épreuves mythiques, la Mezzalama, le Tour du Rutor, la patrouille des glaciers. Tu as une préférence dans toutes ces épreuves mythiques et pourquoi, si tu devais choisir une course? Là, je dirais que je suis obligé de dire la patrouille,
Mais avec ce que j'ai déjà fait, je pense que j'ai eu vraiment un coup de cœur pour le Tour du Rutor. Du coup, au Val d'Aoste en Italie, je l'ai fait que en junior, donc j'ai fait la partie, disons, facile entre guillemets. Ouais. Mais ça a été vraiment une expérience super. Là-bas, les pistes de ski, elles sont vraiment à des kilomètres et des kilomètres. C'est tout en hors-piste, c'est du vrai ski alpinisme. C'est des courses dures tous les jours et on a toujours autant de plaisir. Et ça, c'est vraiment, c'est la course, je dirais, qui m'a le plus marqué. Même si la patrouille reste dans le cœur à une place importante. Mais c'est un autre format, une course très longue ou 3 jours de course plus petits, le Rutor. C'est un format où les matins, le soir tu te dis c'est pas possible et le matin au final tu repars et tu repars pareil. Donc c'est des courses. Entre une victoire sur la Coupe du Monde ou bien une victoire sur une grande course un peu mythique comme ça, qu'est-ce que tu choisirais? Ouf. Désolé. Les deux. C'est dur, oui. Les deux. C'est dur parce que tout le travail que je fournis, il est pour les Coupes du Monde. Donc ce serait de gagner une Coupe du Monde en élite, c'est sûr que ça aurait une valeur immense. Après, je dis ça aussi parce que je suis beaucoup plus loin d'une victoire en grande course. Mais une victoire en grande course, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau quand même, oui, au final. C'est vrai qu'aussi ici en Valais, on sent particulièrement cet engouement pour les grandes courses, notamment pour la patrouille des glaciers. Didier, toi tu l'as faite plusieurs fois la patrouille, quel souvenir est-ce que tu en gardes? J'ai que des bons souvenirs. C'est difficile. C'est une course qui est pénible, qui est très physique. Mais en même temps, pour moi, c'était chaque année, enfin chaque 2 ans, un objectif au niveau de l'entraînement surtout. Donc ça me motivait pour aller m'entraîner. Donc on ne va pas se comparer. Hein, donc gardons bien les pieds sur terre. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Le fait d'avoir couru la patrouille avec mes 2 fils, ça nous a vraiment motivés. C'était une expérience magnifique. Je dirais que le but, c'est clair, c'est un résultat, c'est quelque chose. Mais c'est surtout tout ce qui précède, ces mois d'entraînement. Qui nous motive pour partir parce que l'hiver, souvent il neige, les conditions sont difficiles. Voilà, l'hiver, j'ai une activité quand même assez importante, donc c'est souvent tard le soir ou tôt le matin. Donc tout ça a fait qu'au bout du compte, on a pu garder un petit peu la forme et avoir du plaisir à courir. Mais voilà, donc il faut pas se comparer. Qu'est-ce qui fait que cette patrouille, elle est si unique? Toi qui l'as fait du coup des fois en fin de saison, un peu en cerise sur le gâteau, qu'est-ce qui fait que quand même on a envie de la faire? Moi je pense que c'est un peu le principe des grandes courses, c'est une course par équipe. Et ça on est un sport, nous du coup individuel toute l'année, et là on arrive par équipe, c'est des gens avec qui on s'entraîne, on passe du temps toute l'année, et c'est vraiment... on court plus que pour nous, on court pour l'équipe, on aide, on s'entraide tous. Donc même si je pense qu'il y a peut-être un esprit de cordée encore plus fort si on vise un peu moins un chrono, mais même nous, c'est toute une préparation à 3. C'est quelque chose de fort pour ça, je pense, oui, surtout. Mathéo, tu as le ski alpinisme, mais à côté des études, comment tu fais pour gérer les deux? Tu as l'EPFL, c'est ça? Je suis en 3e d'ingénierie de l'environnement à l'EPFL, oui. Et c'est... J'ai commencé le... Ça en dit beaucoup, hein. C'est quelque chose d'assez compliqué. Oui. J'ai commencé le haut niveau en ski en parallèle du, entre guillemets, haut niveau des études. Donc j'ai évolué en même temps et 4 ans plus tard, c'est peut-être que maintenant que j'arrive à trouver le bon équilibre, peut-être. Donc j'ai toujours... comme j'ai dit, c'est des études qui me passionne, je pense, mais que le but me passionne plus que... Là c'est l'inverse que la préparation. C'est plus ce qui viendra après que les études en elles-mêmes, qui sont quand même très, très carrées, très maths, quoi. Avant, c'est les PFL, quoi. Je savais que je m'embarquais là-dedans. Mais donc c'est plus la fin que ce qu'il y a pendant. Donc j'avais quand même envie d'avancer. J'avais pas envie de faire ça en 10 ans. Et du coup, au début, je prenais un peu trop de cours et en gros, ce qui manquait, c'était la récup sportive au final. C'était pas, je pouvais m'entraîner, je pouvais étudier, mais la récupération, c'est une partie immense de l'entraînement et c'est ça qui me manquait au début et que j'espère trouver un meilleur équilibre maintenant. Et faire que du ski alpinisme après tes études, ce serait possible? On peut vivre du ski alpinisme comme en ski alpin?
Alors c'est une très bonne question de si on peut vraiment vivre du ski alpinisme. Je pense qu'en équipe suisse, on n'a que Rémi Bonnet qui est professionnel, mais c'est Faut un gros énormément sponsor, c'est ça grâce à l'été aussi. Donc lui, il arrive à faire les 2 saisons. Et je pense que je sais pas, enfin, on peut peut-être parler de chiffres juste comme ça en comparaison. Et une victoire à Kitzbühel, on est à 100 000 francs, nous on gagne une Coupe du Monde, on est à 1300. Ah ouais. Donc faut en gagner beaucoup. C'est juste, ouais. on peut pas se comparer au ski alpin en tant que professionnalisme. Après, est-ce que c'est possible? Oui, ce serait quelque chose de possible. Mais ce serait vivre avec des partenaires. Est-ce que tu as des partenaires? Tu en recherches? Je pense que toujours en recherche de partenaires. Oui, c'est un sport quand même en Valais assez connu grâce à la patrouille, mais en sport d'élite, c'est quand même un sport un peu de niche, quoi. On n'a pas énormément de monde non plus. On est en Europe. Maintenant, les Jeux Olympiques, c'est une très bonne chose pour ça. On s'ouvre au monde et on commence à avoir des nations qui viennent en force aussi. Donc, la Chine, par exemple, on a aussi les États-Unis. C'est des nations encore en développement, mais qui commencent à porter leurs fruits, surtout on voit chez les jeunes. Donc c'est super pour ça. Et du coup, on est quand même un sport assez petit. Donc trouver des sponsors en Suisse, c'est assez compliqué. Mathéo, le ski alpinisme, c'est surtout de la montée, mais c'est aussi de la descente. On t'a vu dans un couloir assez impressionnant. On regarde tout de suite la vidéo. C'est énorme. Mathéo, est-ce que tu peux nous expliquer à quand on remonte cette vidéo et puis où c'était? Alors, j'ai pas la date précise de quand remonte cette vidéo, mais c'est le couloir Anzéoui, donc couloir de l'aiguille de l'Atsa, il y a peut-être 4 ou 5 ans. Et là, on l'avait fait en allumette, comme on dit. Donc, c'était... oui, c'est un couloir qui est raide. Et moi, c'est vraiment quelque chose que... Moi, j'aime vraiment le ski sous toutes ses facettes. Et j'aime énormément la partie alpinisme du ski alpinisme. Et donc, c'est toujours un bonheur, entre guillemets, de finir la saison et de passer à la deuxième saison. Et donc au printemps, j'ai toujours un immense plaisir de ranger les skis légers, de sortir des plus larges et d'aller sur des pentes plus raides. Donc là, c'était Anzéoui, c'était un peu mes débuts de pente raide. J'en ai pas fait énormément, mais j'ai pu atteindre mon plus grand... Je sais pas si on peut parler d'objectif, mais mon plus grand rêve, c'était de skier la face est du Weisshorn. C'est 1000 mètres de face, 50 degrés linéaire. Donc on est en haut, on voit jusqu'en bas. Et moi, le Weisshorn, j'ai toujours grandi à Zinal et c'est vraiment une montagne de cœur, une montagne qui me touche beaucoup. Et là, d'avoir fait ça il y a 2 ans, depuis en bas à la journée, en faisant la trace d'en haut jusqu'en bas, c'était vraiment une journée exceptionnelle. Et moi, la pente raide, c'est vraiment quelque chose qui me pousse aussi à garder
je pense qu'on s'entraîne bien évidemment pour les courses, mais on s'entraîne aussi pour avoir cette liberté de pouvoir aller loin et de faire des longues journées en montagne. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est important de bien savoir descendre aussi en ski alpinisme, dans les grandes courses. Et oui, c'est très important de bien savoir descendre, surtout savoir descendre avec ses skis. C'est quelque chose de, Les chaussures, ouais. c'est quelque chose de très différent, c'est quelque chose qu'il faut prendre l'habitude. Après, on peut savoir bien skier, je dirais entre guillemets, parce que bien skier, on reste quand même loin d'une technique propre de ski alpin, mais on peut apprendre à bien skier avec des skis légers quand même. C'est quelque chose que beaucoup de monde n'y croit pas forcément au début, mais c'est quelque chose qu'on arrive à faire, et c'est sûr qu'en grande course, c'est très important de savoir descendre vite, mais en gestion, parce que là, autant qu'en ski alpin, une chute, elle peut être très très grave. Ouais. C'est pas des phases de repos, les descentes en ski alpinisme. Les conditions sont souvent très très difficiles. Les conditions sont souvent très difficiles, et là, dès qu'on trouve une neige difficile, si on a de la poudreuse, il suffit de se mettre en arrière et on va tout droit, mais dès qu'on a des neiges difficiles, des neiges qui ont regelé, c'est très difficile, et ça fait travailler autant, voire plus les jambes qu'en montée, oui. On a une tradition, hein, Sophie, dans cette émission. C'est juste, on termine toujours l'entretien par des questions du tac au tac. Tu dois donc répondre une seule réponse possible. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Chute de neige féerique ou grand ciel bleu? Chute de neige. Ski ultra léger ou basket de trail? Ski. Val d'Anivier ou Dolomite? Oh, Val d'Anivier quand même. Playlist motivante ou silence des sommets? Silence, je m'entraîne jamais en musique. Montée en puissance ou descente à fond? Descente à fond. Et puis course en solo ou relais en équipe? Relais en équipe. Et on a une dernière question, c'est aussi une tradition. On a chaque fois une personne qui pose une question à un invité. Du coup, je te laisse découvrir cette question. C'est quelqu'un qui te connaît très bien. Salut mon Favre. Bon, comme on est 24 heures sur 24 ensemble, j'ai dû trouver un petit moment pour m'éclipser. Tu vois, toi, t'es juste là-haut sur la bosse. Alors ma question c'est, est-ce que tu préfères un podium en Coupe du Monde, mais pas l'occasion de partager notre boisson favorite après la course, ou pas de podium, mais on partage notre boisson favorite, les jambes dans un ruisseau par exemple, pour la récup. Allez, à plus. Toujours ces choix. C'est donc une question d'Arnaud Gasser, qui est ton camarade dans l'équipe de Suisse. Apparemment, vous êtes ensemble 24 heures sur 24. Alors là, on a passé la semaine à Diavolezza ensemble, ouais, donc on était vraiment en chambre ensemble et à l'entraînement ensemble. Donc là, c'est sûr qu'on a vraiment fait des heures ensemble, quoi. Et du coup, pour répondre à sa question? Alors, pour répondre à sa question, c'est une question très difficile. Mais je pense que Arnaud, c'est vraiment la personne avec qui j'ai le moins de difficultés à partager tous mes conseils, tout ce que j'étudie de mon côté aussi, tous ces petits détails qui peuvent faire la différence. Donc j'ai autant de plaisir à le voir lui performer que moi. Donc je dirais notre boisson favorite, comme on a pu le faire en Espagne l'année passée, quand il avait fait son meilleur résultat en carrière. Il avait fait 4e et moi j'avais eu un problème technique, mais on a su trinquer comme il se doit. Mais qu'est-ce que c'est cette boisson favorite du coup? On en parle, on peut la nommer. Ça fait un placement de produit que c'est une marque. que je fais et que j'ai eu une réponse malheureusement négative en sponsoring. Ah d'accord, ok, donc on va taire le nom, c'est ça? Non mais c'est bon, voilà, on aime bien prendre une petite canette de maté après les courses, donc c'est toujours une petite tradition. Là je suis arrivé à Diavolezza avec la valise pleine de quelques canettes. Mythique. C'est pour après, c'est pas pour le coup de boost avant, ou c'est les deux? Bah c'est plutôt pour après, pour le coup de boost moral, pour réattaquer l'après-midi. La récup, c'est essentiel, on l'a dit. Un grand merci à vous deux. Du coup, on arrive déjà au terme de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, et on aura sur ce plateau le secrétaire général de la Fédération internationale de ski, Michel Vion. Et comme d'habitude, on se quitte en musique avec un morceau que tu as choisi, Mathéo. C'est une chanson que tu apprécies, tu arrives à nous expliquer pourquoi? Oui, du coup j'ai choisi Caravane de Raphaël. C'était la musique préférée de mon papa, qui est décédé il y a 5 ans. Et du coup c'est une musique
qui me tient toujours à cœur, c'est une musique calme qui m'apaise, qui me calme, donc ça m'arrive de l'écouter souvent la veille d'une course par exemple, le soir, je me pose dans mon lit et elle me fait réfléchir, elle me fait penser à autre chose et c'est une musique que j'apprécie beaucoup. Oui. On est sûr que de là où il est très très fier de toi et puis comme lui on te souhaite tout le meilleur pour ta saison d'hiver. Didier, à toi aussi, du côté de Vaisonna, tout de bon pour cet hiver. Merci. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Une belle soirée. Bye bye. Bye bye. Est-ce que ce monde a le vertige? Est-ce qu'on sera un jour puni? Est-ce que je rentre comme... Toute l'actualité du ski, chaque semaine sur Rhône TV. Avec le soutien de Bliblablo de Net+, Ski Valais et les banques Raiffeisen du Valais roman.